Avant d'être le pays le plus puissant du monde, les États-Unis sont surtout l'épicentre du capitalisme mondial. La bourse américaine pèse 60 000 milliards de dollars, soit 50% du marché mondial et plus de 50% du PIB mondial par ailleurs, alors que pourtant les Américains, vous le savez, ne représentent que 4% de la population. Le plus étonnant, c'est que malgré le rapide développement des économies considérées comme émergentes à travers le monde, non seulement la part des États-Unis dans la bourse mondiale ne diminue pas, mais elle se renforce avec le temps. Entre 2014 et 2024, notamment, le marché américain a écrasé ses concurrents chinois et européens qui ont fait comparativement une performance catastrophique. Et la question à plusieurs milliers de milliards de dollars, littéralement, c'est combien de temps est-ce que cette suprématie va encore durer? Et qui pourra prendre la place du marché américain? Si cette question est si importante, c'est parce que cette position dominante des États-Unis, elle a un fort impact sur la valeur des entreprises américaines. En moyenne, une entreprise japonaise va se payer 14 fois ses bénéfices annuels, une française 18 fois, et aux US en ce moment, c'est presque 25 fois les bénéfices annuels. Cette différence s'explique par des tendances sectorielles, mais le principal, ça reste la position ultra dominante de la bourse de New York, ce qui veut dire que si les États-Unis perdent ce statut, eh bien ce premium, ce bonus américain ne se justifiera plus, et on verra donc une diminution progressive des performances américaines et de la valeur tout simplement des actions des entreprises américaines. En l'occurrence, le statut particulier du marché américain repose sur 3 piliers principaux. D'abord, on va avoir un cadre juridique qui est très favorable aux entreprises et aux actionnaires. Vous avez extrêmement peu de chances de voir une entreprise américaine être nationalisée par le gouvernement, alors que ça peut arriver en Europe et en Asie de manière relativement courante. De la même manière, le droit de propriété est absolument sacré, donc il y a très peu de chances que vos actions soient saisies par la justice ou par le gouvernement, ça n'arrive quasiment jamais. Ce qui garantit une sécurité des capitaux qui est parmi la meilleure au monde, peut-être avec la Suisse, mais bien au-dessus de quasiment tous les pays, et notamment la plupart des pays émergents. Le second pilier de la puissance financière américaine, ça va être une stabilité politique et économique hors norme. Globalement, il n'y a pas de parti de gauche vraiment aux États-Unis. Il y a 2 partis qui sont d'accord à 95% sur toutes les questions économiques, avec virtuellement aucune chance qu'un nouveau parti émerge, ce qui crée une espèce de blocage politique permanent qui est très avantageux d'un point de vue économique. Et même si on dézoome un peu d'un point de vue extérieur, l'économie américaine est très peu vulnérable, elle est tout à fait indépendante, le pays a très peu de risque d'être envahi du jour au lendemain, ce qui permet aux investisseurs de pouvoir se projeter assez facilement à 30-40 ans, ce qui est assez dur dans un pays comme la France, l'Italie ou même l'Allemagne, qui peuvent avoir de vrais basculements politiques et de vrais problèmes économiques dû à un problème énergétique par exemple, ou à une législation européenne qui irait fortement en leur défaveur. Et le dernier point fort du marché américain, c'est qu'il est très ouvert et international. C'est très facile déjà d'investir aux États-Unis en tant qu'étranger. Vous le savez, si vous investissez aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple d'investir là-bas que d'investir en Chine ou même dans certains pays européens. C'est également très facile d'entreprendre aux États-Unis. Il y a beaucoup d'étudiants brillants qui arrivent des 4 coins de la planète pour aller là-bas dans des grandes universités et puis ensuite créer des boîtes qui pourront devenir les pépites de demain. Et puis, vous allez avoir des entreprises d'un peu tous les pays, d'Inde, de Chine, même de France, qui vont parfois se coter sur les marchés américains pour attirer de nouveaux capitaux et pouvoir être valorisés de manière plus agréable. Ce qui fait de la bourse de New York une bourse vraiment mondiale dans laquelle vous pourrez investir sur à peu près n'importe quelle grosse entreprise. Alors, ce ne sont pas les seules raisons de la domination financière américaine, mais ce sont parmi les plus importantes. Et le problème qui se pose, c'est qu'elles sont une par une remises en question en ce moment. En une élection, on est passé d'une super stabilité politique à, au contraire, une super instabilité politique, des décisions qui changent littéralement du jour au lendemain suivant les déclarations de Trump. Et indépendamment de ce qu'on pense de la politique menée, en partant du principe que les investisseurs veulent pouvoir se projeter à long terme dans un pays le plus stable possible, aujourd'hui, on est à un niveau d'instabilité qui est comparable à celui d'un pays en développement, comme l'Argentine par exemple, ou le Mexique, ou le Chili. On n'est pas très loin de ces niveaux-là. Justin Wolfer, un prof d'économie assez renommé, s'est moqué de la situation actuelle en créant le premier graphe intraday de tarifs américains, donc un graphique qui suivait l'évolution des droits de douane aux États-Unis dans la journée pour illustrer le fait que ceci pouvait changer plusieurs fois par jour, ce qui est une première historique parmi tous les pays du monde. Il n'y a aucune grande nation développée qui fait passer ses droits de douane de 25 à 50%, puis de 50 à 25%, et ça sur une période de 5-6 heures, c'est inédit. Une situation inédite qui a un double effet négatif, à la fois sur les investisseurs
et aussi sur les entreprises directement qui vont avoir plus de mal à investir et à se projeter sur le long terme avec une telle instabilité. En ce qui concerne le cadre légal et les normes business, encore une fois, la situation actuelle est loin de ce à quoi nous avaient habitués les États-Unis historiquement. Non seulement l'institution judiciaire au sens large est pas mal remise en question par les politiques républicains, mais en plus on a carrément le propre président des États-Unis qui prend des décisions assez suspectes, notamment sur les crypto-monnaies, en lançant sa propre crypto, le Trump Coin, en lançant le Melania Coin juste avant son élection, en lançant une réserve fédérale manifestement avec des intérêts qui paraissent assez louches et qui posent la question de délits d'initiés qui sont complètement inédits à l'échelle américaine, des prises de décision qu'un dictateur africain aurait à peine osé faire. La comparaison peut faire sourire, mais factuellement, certains des conflits d'intérêts aujourd'hui à la Maison-Blanche rappellent les plus ridicules des républiques bananières. On n'en est pas si loin que ça aujourd'hui. Et ça ne s'arrête pas là, puisque malgré tout, si quelqu'un voulait investir aux États-Unis, même la vision internationale et la portée, le soft power américain qui était l'un de ses grands atouts, est en train de s'éroder progressivement. Le mot d'ordre de la politique actuelle, c'est America First. Le problème, c'est que dans un monde hyper mondialisé, avec des chaînes de production sur les 5 continents et avec une dette qui est financée par les 190 pays dans le monde, l'isolationnisme économique n'est plus vraiment d'actualité. D'autant plus quand ton pays est celui qui bénéficie le plus de la mondialisation. Quand c'est le grand gagnant de la mondialisation, c'est d'autant plus étonnant d'avoir cette vision très indépendante de l'économie qui se justifierait peut-être pour un pays comme la Russie ou la Corée du Nord, mais pour les États-Unis, ça paraît objectivement beaucoup plus étonnant. Tous ces éléments font qu'il y a pas mal d'analystes, notamment d'analystes américains, qui remettent en question le caractère exceptionnel et ultra premium du marché boursier des États-Unis. Cependant, je vais peut-être vous étonner, mais j'ai beaucoup de mal avec cette vision, d'autant plus en tant que Français. Quand on parle du succès économique américain, il y a les causes visibles et techniques qu'on a énoncées précédemment, la loi, l'économie dynamique, le caractère international des États-Unis, etc. Mais derrière cette réalité, il y a 250 ans d'histoire et une culture très spécifique qui ont provoqué la situation dans laquelle se trouvent les États-Unis. Et cette base, les fondations de l'économie américaine n'ont pas bougé d'un poil. Parfois, j'ai l'impression que les Américains eux-mêmes ont du mal à se rendre compte de à quel point ils sont différents du reste du monde et en quoi est-ce que c'est cette différence-là qui leur permet une telle réussite économique. Il y a aux États-Unis une obsession pour l'argent plus que dans n'importe quel autre pays du monde. De la même manière que l'idéologie nazie avait son homme arien idéal, le capitalisme a son américain. Et c'est ça l'idéal, du capitalisme. La culture américaine, le rêve américain, et ce qui définit quasiment toute votre vie aux États-Unis, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Plus que dans n'importe quelle autre culture, ce qui définit votre succès aux États-Unis, c'est combien de dollars vous avez sur votre compte en banque. Pas est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous avez une famille épanouie, non, combien de dollars vous avez sur votre compte en banque. C'est un peu caricatural, mais les Américains eux-mêmes sont caricaturaux. Le contenu de divertissement qui fonctionne le mieux aux États-Unis, c'est MrBeast qui donne 500 000 $ à des gens pour qu'ils restent pendant 2 mois dans un cercle rouge. Ça pour eux, c'est le summum du divertissement. Il n'y a rien de plus intéressant que de regarder des gens qui distribuent des dollars ou qui gagnent des dollars. C'est l'aboutissement d'une vie. J'ai trouvé une étude assez marrante sur le sujet. Les Français estiment que pour être heureux, ils ont besoin de 3 000 € net par mois pour vivre de manière confortable et bien, ce qui est un nombre assez raisonnable, ce qui correspond, notamment si vous n'habitez pas dans une grande ville très chère, à effectivement une somme qui peut vous rendre la vie plutôt agréable. Maintenant, à votre avis, combien les millennials américains veulent comme revenu annuel pour être heureux? Eh bien, d'après cette étude, c'est 500 000 $ par an. Voilà, on n'est pas exactement sur les mêmes montants. Évidemment, c'est le chiffre le plus élevé au monde, et même si évidemment la vie aux États-Unis coûte plus cher et que voilà, avoir un peu plus d'argent c'est mieux, globalement le fait qu'ils cherchent à avoir 15 fois plus que les Français ne s'explique pas que par une question de coût de la vie, mais aussi par une question de mentalité qui est très différente. Et alors, j'ai pas d'études là-dessus, mais je vous garantis que si vous posiez la même question à des milliardaires ou à des multimillionnaires américains, ils vous diraient que eux aussi, ils ont besoin de plus et qu'en fait, les 3 millions qu'ils gagnent par an, ça leur suffit pas parce que une des choses qui est, je trouve, les plus étonnantes, quand on regarde des gens qui ont beaucoup d'argent aux États-Unis, leur seule préoccupation, c'est de gagner encore plus. Il n'y a pas de notion de s'arrêter, de fin de la course, Non, le seul objectif de la vie de beaucoup d'Américains, c'est triste à dire, mais c'est de gagner de l'argent, encore plus d'argent, et cela jusqu'à en mourir, quoi. Voilà, ils ont cette expression qui dit « get rich or die trying », c'est-à-dire deviens riche ou meurs en essayant de devenir riche. Voilà, et ça peut paraître caricatural, mais encore une fois, c'est très proche de ce qu'on observe.
Et cet aspect culturel, en fait, c'est un avantage compétitif pour l'économie américaine qui est inquantifiable. Quand vous avez 50% de votre population dont le seul but, c'est de gagner de l'argent et de s'enrichir toujours plus, vous allez forcément avoir une économie qui va être extraordinairement plus dynamique qu'un pays comme la France où la plupart des gens vont avoir comme priorité un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, qui vont avoir pour principal objectif de s'épanouir et de voir leurs amis et d'avoir du temps pour des loisirs. Bah, évidemment, ils auront raison, les Français auront probablement, en tout cas de mon point de vue, raison d'avoir ce point de vue-là. Mais dans un monde de compétition capitalistique permanente, le modèle américain, il est imbattable. C'est là où la comparaison de Disneyland du capitalisme, c'est une expression que j'aime beaucoup parce que si le système capitaliste avait voulu créer un monde parfait dans lequel pouvoir développer à fond sa théorie et ses idées, il aurait créé les États-Unis, c'est le monde rêvé du capitalisme. Ça se ressent, je trouve, très facilement dans le lien qu'ont les Américains avec l'économie et avec les marchés financiers, entre autres. Quand Emmanuel Macron fait baisser largement le marché avec sa dissolution, la baisse du marché dans ce contexte, c'est une anecdote. Le paysage médiatique globalement français s'en fiche un peu, alors que quand Trump fait baisser de 10% le marché, toutes les chaînes de télé américaines, tous les réseaux sociaux, tout le monde ne parle que de ça, c'est le sujet à la une. Quand Macron fait la même chose, c'est une anecdote, personne n'en a rien à secouer, puisque de toute façon personne n'investit, personne ne suit le marché. Aux États-Unis, quand le Dow Jones perd 3000 points, ça fait les gros titres des journaux. En France, on ne sait même pas ce que c'est que le Dow Jones. On ne pourrait même pas faire un titre sur ça, personne ne sait. Même l'équivalent français, qui est peut-être, je sais pas, le SBF 120, où on pourrait parler de l'Eurostoxx 600, personne, il n'y a même pas 1% des Français qui sont au courant de ce que c'est. Aux États-Unis, le Dow Jones, tout le monde sait ce que c'est une institution. Mais c'est pas la France qui est particulière, qui a pointé de ce point de vue-là. Non, c'est les États-Unis qui sont uniques au monde. Il n'y a aucune autre population dans le monde qui est aussi connectée avec les marchés financiers que les États-Unis. C'est unique. Les Chinois, ça n'a rien à voir. En Amérique du Sud, c'est pareil. En Europe, c'est pareil. Enfin, c'est complètement différent. Et d'un point de vue plus terre à terre, cette connexion entre les marchés financiers et la population s'explique par les flux de capitaux énormes qui arrivent chaque mois dans les marchés financiers, notamment via les fonds de pension, les retraites, les ETF, les capitaux étrangers qui sont toujours colossaux et qui sont investis régulièrement dans les marchés américains, que même si la superbe des marchés américains diminuait un peu, en fait, il serait toujours unique au monde. Il faudrait vraiment une transformation incommensurable. Le jour où les retraités américains ne mettent plus leur épargne dans les marchés financiers américains, là, il y aura vraiment un changement. Mais tant que c'est le cas, je veux dire, les flux de capitaux vont rester très similaires. Et le troisième point dont on a parlé, qui est, je pense, également l'un des plus importants pour décrédibiliser toutes ces questions de le marché américain ne va plus être l'avenir de la bourse, c'est de regarder les alternatives au marché américain. Et en l'occurrence, d'alternatives, aujourd'hui, on a deux principales, à savoir la Chine et l'Europe. Alors la Chine, ça n'a absolument rien à voir. C'est complètement incomparable. C'est un pays qui est dirigé par des communistes qui peuvent nationaliser une boîte du jour au lendemain, dans lesquelles vous avez une sécurité des capitaux pour des occidentaux qui est assez mauvaise. La relation entre les Chinois et les marchés n'a rien à voir avec celle des Américains. Vous avez 61% des Américains qui investissent en bourse contre 7% des Chinois. Ça n'a rien à voir, et même s'il y avait un petit changement, ça n'aurait toujours rien à voir. L'écart est absolument astronomique. C'est vraiment pas une alternative crédible au marché américain. Enfin, vous voyez, vous pouvez mettre 1% en plus dans le marché chinois, mais il va jamais remplacer le marché américain intégralement. C'est complètement ridicule d'imaginer ça. Et même l'Europe. Et ça, on le voit bien en tant que Français. La vision qu'on a en Europe des marchés financiers n'est pas du tout la même. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on peut imaginer de manière crédible que la place boursière de New York va être déplacée à Paris ou à Amsterdam? Encore, Amsterdam est un pays qui a une histoire très particulière, mais à Milan ou à Rome ou à Berlin, bon, je veux dire, faut arrêter. La masse critique n'est pas du tout là. Les capitaux sont déjà beaucoup aux États-Unis. La plupart des pays européens ont des retraites par répartition en bonne partie. La toute-puissance des marchés financiers n'est pas du tout la même. L'instabilité politique, si on prend tous les pays européens, est très différente. Enfin, l'alternative est pas crédible, objectivement. Et si on prend au global les pays émergents, le Sud, je sais pas, le Brésil ou la Russie, ou je sais pas ce que les gens vont me sortir, il n'y a rien qui peut absorber ne serait-ce que 5% du marché américain. Il n'y a rien. Et c'est là où pour moi les gens font une erreur d'analyse, que je ne comprends pas. C'est quand vous regardez les marchés boursiers à l'échelle mondiale, vous avez le choix entre une Ferrari, alors qui peut parfois avoir des petits problèmes pour passer d'une vitesse à l'autre, qui parfois peut monter sur des dos d'âne, mais le reste des options, c'est un âne, un pangolin et une loutre. Alors vous avez le choix comme moyen de locomotion. Vous pouvez vous déplacer avec soit votre Ferrari, soit votre petit âne. Alors voilà, c'est le marché européen. Le pangolin, essayez de monter sur un pangolin pour faire une distance un peu élevée. Vous allez voir, c'est très difficile. Enfin, caricature, mais l'écart entre les deux, il est stratosphérique. Il faudrait, pour que les États-Unis
revienne à un niveau comparable avec le marché européen ou chinois, soit une dictature communiste qui se met en place aux États-Unis, soit une guerre civile, peut-être un truc comme ça, soit une dislocation des États-Unis, enfin ce genre d'événement. Même si Trump faisait n'importe quoi pendant 4 ans, l'écart est tel que vous ne pouvez plus le compenser. Voilà, c'est l'écart entre une Ferrari et un âne. Même si la Ferrari elle a un problème au moteur, vous allez garder votre Ferrari, vous n'allez pas le vendre pour acheter un âne. Ça serait une aberration. Vous allez avoir des petites alternatives à la marge. Typiquement, on a parlé des Pays-Bas, le Danemark, la Norvège sont des pays qui économiquement sont absolument brillants, mais en termes de taille, vous n'allez jamais remplacer le marché américain avec le marché d'Amsterdam. C'est pas possible, la taille, il n'y est pas. Le marché américain fait 60 000 milliards de dollars. Donc il n'y a pas d'option. Donc en fait, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative au marché américain. Il va rester ce qu'il est parce que culturellement, les Américains sont des espèces de capitalistes mentaux au dernier degré et ils ne vont jamais changer. Et l'élection de Trump ne change absolument rien à ça. La place qu'a le marché boursier est inégalée parmi toutes les autres cultures dans le monde. Donc je veux dire, aucun gouvernement, rien ne laissera jamais vraiment tomber les marchés financiers. Ça serait une folie parce que simplement vous perdez toutes les élections ensuite définitivement. Et donc voilà, je vois beaucoup de gens en ce moment qui se détournent des marchés américains pour aller vers les marchés européens. Si vous voulez jouer ça comme un petit swing là, hop, pendant 6 mois vous allez sur l'Europe et ensuite vous revenez aux États-Unis, très bien. Mais si vous dites que les États-Unis vont perdre définitivement leur attrait boursier, j'avoue que je ne vois pas du tout en quoi c'est possible. Ça me paraît être une théorie qui est hautement tirée par les cheveux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci à tous, à une prochaine fois, bye bye.